Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation, dans le brouhaha du quotidien avec les enfants, puis que ton chum il est assis sur le sofa, puis c'est comme s'il était dans l'une sur une autre planète? Si ça t'est déjà arrivé, je t'invite à écouter cet épisode où on va expliquer avec ma nouvelle invitée Cindy Pétrieux pourquoi c'est nécessaire finalement d'être une mère féministe. Pourquoi qu'on a besoin encore de féministes quand la croyance dans la société, c'est qu'on était en égalité, qu'on n'a plus de problème là, à ce niveau-là. Pourquoi ce serait bien de re-questionner un petit peu tous ces petits moments du quotidien qui ont été finalement... qui sont possibles grâce à toute cette construction culturelle qu'on a là. Donc, c'est un épisode qui est pas facile à écouter, mais je pense que tu vas t'y retrouver à de nombreux endroits. Et c'est en mettant en lumière tous ces petits moments-là du quotidien où est-ce que finalement, on n'est peut-être pas tout à fait en train de vivre notre best life, qu'on peut finalement s'unir entre nous et rayonner de plus en plus. Donc, je te souhaite une belle écoute comme toujours, mais je te souhaite aussi de t'ouvrir grand à tout ce qu'on va te raconter et surtout partage qu'est-ce que ça te fait sentir, comment tu vois les choses et ça va nous faire plaisir là, de venir en discuter avec toi. Donc, encore une fois, bonne écoute de cet épisode choc, premier épisode avec mon invitée Cindy Pétrieux. Salut gang, bienvenue à ce premier épisode avec ma nouvelle invitée. Aujourd'hui, on va se challenger, gang. On va se challenger. Hein, Cindy? Ben oui. J'ai invité mon amie Cindy Pétrieux, une amie que j'ai rencontrée sur le web et je suis tombée en amour avec elle. Et pour être honnête, elle m'a beaucoup challengée. Juste à la suite sur les réseaux sociaux, elle remet en question certaines choses que j'avais jamais pensé remettre en question, puis ça a contribué beaucoup à changer ma vie. Et aussi à mon élan féministe. Fait que j'avais envie de l'inviter aujourd'hui. Et quand même, avec mes derniers épisodes, avec Sarah Hamel, la psychoéducatrice, on a quand même abordé plusieurs sujets chauds qui ont amené beaucoup de réactions dans ma communauté. Et là, c'est comme le step après. Là, on va remettre en question des choses vraiment profondes. On va se bousculer. Et je t'invite, en écoutant Cindy, si, par exemple, tu es troublé par quelque chose, puis tu le sens dans toi que ça vient chercher de quoi qui est peut-être même pas exploré, hein? Mais on va explorer beaucoup de problèmes du quotidien que les filles réalisent même pas que ça en est des problèmes. Ils pensent que c'est de leur faute, mais finalement, c'est très culturel. Bien, assis-toi. Ouvre-toi le cœur, je t'en supplie, OK? Ferme-toi pas, parce que c'est souvent ça qui arrive. Hein? Quand on entend des choses qui nous plaisent pas, on va se fermer, se reculer, puis on n'explorera pas. Quoique des fois, plus tard, on dit, OK, là, je suis prête, je rentre dedans, j'y retourne. Mais je vous invite, les filles, à vous ouvrir les yeux, à ouvrir votre cœur, puis à juste vous dire, c'est tout ça que je vis, moi, puis on va regarder ensemble, on va trouver des solutions ensemble, ou peut-être pas, mais en tout cas, on veut se sentir unis à la fin, toute la gang ensemble. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vous la présente. Donc, Cindy Pétrieux, allô? Allô? Écoute, moi, je t'ai connue sur les réseaux sociaux parce que tu accompagnes les naissances. Donc, tu avais vraiment une vision très... qui rend puissante les femmes qui enfantent. Dans le fond, tu contribues à ce que les femmes reprennent de leur pouvoir pendant l'enfantement, chose que je savais même pas qui était nécessaire, mais finalement, maudit qu'on subit. Et ça a évolué, tes services, avec le temps. Je sais pas si tu as envie de nous dire un peu d'où tu viens. Qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi les services que tu offres pour que les gens aient une petite idée à qui on parle? Là? Ben oui, avec plaisir. Ben, tu sais, tu m'as d'abord demandé d'où je viens. À mon petit accent, on aura entendu que je viens de la France. Moi, j'ai un passé syndicaliste, militante, beaucoup en France. Puis c'est ma maternité qui m'a amenée au Québec parce que je suis tombée amoureuse d'un Québécois. Et je suis devenue enceinte un peu plus vite que prévu. Il était au Québec, j'étais en France. On a tiré à la courte paille qui traversait l'océan. C'est tombé sur moi. Regrettes-tu? Non, pas du tout, pas du tout. Puis j'aime raconter l'histoire comme ça, mais on a décidé, on a choisi ensemble, notamment parce que, puis je raconterai pas toute l'histoire, mais j'ai eu la chance d'être sensibilisée à la pratique des sages-femmes au Québec. En France, on a des sages-femmes, mais c'est vraiment pas du tout la même manière de pratiquer, en tout cas pour la majorité des sages-femmes en France. Et rapidement, moi, ça m'a éveillée à
comment les conditions dans lesquelles on enfante sont absolument pas favorables par rapport à la physiologie. Et donc, rapidement, j'étais enceinte, je pense, de 5 semaines quand j'ai décidé, OK, je vais aller accoucher au Québec, alors que j'avais jamais mis les pieds au Québec. Puis ça a été toute une histoire rocambolesque. Mais c'est ma maternité qui m'a amenée au Québec, et c'est ma maternité qui m'a éveillée au féminisme, parce que, en très bref, je suis une personne qui a grandi, évolué dans un milieu où il y avait énormément de violence physique, psychologique, tutti quanti. Et j'étais ce que j'appelle hyposensible. Là, j'avais une tête, puis il y avait comme quelque chose en dessous, mais il y avait pas de connexion entre les deux. Et quand je suis devenue enceinte, ça a été en un claquement de doigts. C'était envahissant. Là, d'un coup, je ressentais tout. C'est-à-dire que j'ai su que j'étais enceinte avant mon retard de règles. Je suis même allée dans un laboratoire faire une prise de sang. J'ai même pas attendu le retard de règles pour faire un test de grossesse urinaire. Et j'ai été envahie de contact d'un coup avec mon corps. Et en fait, mon expérience d'enfantement, mon expérience personnelle, ça a été une histoire de réappropriation corporelle, de réappropriation aussi après des histoires d'agression sexuelle. Et j'ai vécu une naissance extatique, magnifique. Et en sortant là, je fais comme, comment ça se fait qu'on nous prend pour des petites choses alors qu'on est si puissante? Puis je me suis d'abord engagée dans le milieu de la défense de droits en périnatalité, donc plus mon côté militante. Et puis chemin faisant, j'ai eu d'autres expériences. J'ai eu une deuxième naissance qui a été beaucoup plus difficile, qui a été une césarienne. Puis ça m'a éveillée un peu plus au côté de comme, c'est bien d'agir sur les systèmes, c'est collectivement, avec des revendications, mais qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant pour qu'on arrête de subir un système qui nous enlève notre pouvoir, et pour le reprendre individuellement et collectivement. Donc, c'est ça qui m'a amenée, en fait, à développer mes services, oui, d'accompagnement à la naissance, mais j'aime dire à la naissance et au-delà, parce qu'en fait, je propose des cercles de parole, d'empuissancement. Il y en a en personne dans ma région en Estrie, il y en a en virtuel. Là, prochainement, je lance ce que j'appelle le cercle des badass. Donc ça, c'est vraiment un cercle de mères on va s'empuissancer ensemble. Puis l'idée, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les oppressions qu'on a intériorisées. Tu sais, cette petite voix qui va être dans notre tête, qui va dire « Ouais, mais là, t'es trop nulle. Ouais, mais là, t'es trop grosse. Ouais, mais là, t'es... » Qui sont en fait toutes des choses que la société nous renvoie depuis qu'on est toute gamine, mais qu'on a fini par intérioriser et faire nôtre. Et là, l'idée, c'est ensemble, vraiment en groupe, de mettre la lumière là-dessus, de le reconnaître pour aller le déconstruire et reconstruire des chemins qui sont plus puissants. Donc, c'est pas mal ça que je fais dans la vie. C'est vraiment merveilleux. Puis vraiment, tu m'as apporté énormément indirectement. J'ai pas encore pris tes services, même si j'ai failli embarquer là-dedans cette année. Puis ça sent bien, je vais embarquer, c'est certain. Mais juste à t'écouter parler sur les réseaux, dans tes stories, tes publications, j'apprends beaucoup sur moi-même. Puis toutes les choses, justement, que je croyais que c'était mes choix, puis que finalement, non. Fait que, tu sais, la grosse crise existentielle qui en est venue aussi, là, parce qu'on s'entend, qu'est-ce que je suis vraiment quand on se décharge un peu de tout ça. Puis ça peut aller loin, puis j'aurais aimé ça pour que les filles comprennent où on s'en va, qu'on fasse des exemples du quotidien, où est-ce qu'on a justement besoin peut-être de réfléchir sur l'impact de notre culture, sur nos actions, puis notre identité au quotidien. Fait que je sais pas si tu voulais commencer où je vais avec ma première idée, là. Écoute, j'ai un truc qui monte. Vas-y. J'y vais. C'est typiquement juste le genre de vie qu'on souhaite. Tu sais, mettons, moi, je veux me marier, je veux avoir des enfants, juste ça. C'est-tu quelque chose qu'on veut vraiment profondément, ou c'est quelque chose qu'on a construit par rapport à ce qu'on nous renvoie depuis qu'on est enfant? Puis l'idée, c'est pas de dire c'est forcément nul, on le met de côté. Non, c'est correct aussi d'y adhérer. Mais pour pouvoir adhérer pleinement à quelque chose, il faut d'abord qu'on se questionne de c'est-tu ce que je veux profondément, ou c'est ce qu'on me renvoie que c'est ce que je devrais vouloir, tu sais. Puis c'est pareil, tu sais, quand je fais dans l'accompagnement à la naissance, ça se peut que tu décides de suivre absolument toutes les recommandations médicales. Mais d'abord, prends le temps de vraiment te centrer avec toi, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on a inculqué, c'est quoi les peurs que tu as engrammées, c'est quoi ton histoire transgénérationnelle, etc., pour comprendre, puis évidemment sociale, politique, etc., pour comprendre, ça m'appartient-tu vraiment, ou c'est quelque chose que j'ai décidé de porter parce qu'on m'a dit que c'était sur mes épaules. Et à partir du moment où tu fais cette introspection, tu es capable de prendre des décisions qui vont être plus faciles à assumer pour toi, dans lesquelles tu vas mieux t'épanouir, quelle qu'elle soit, cette décision-là.
Oui, puis on en parlait aussi hors honte de notre charge aussi sociale, comme par exemple, mon chum, il prend plus de nouvelles de sa famille depuis que j'ai pris la décision de plus lui rappeler les anniversaires, de plus lui rappeler d'acheter des cadeaux, de plus lui rappeler « Hey, t'as-tu demandé des nouvelles de ton père récemment? » Fait qu'il est comme, il n'existe plus. Fait que ça fait partie aussi des charges, là, où est-ce qu'on pourrait... Tu sais, on s'attend de ça, des femmes. Toute la charge mentale aussi, dans les réseaux sociaux, on entend de plus en plus parler. C'est plus reconnu, la charge mentale qui est, c'est tout le temps moi qui s'occupe des lunchs, qui s'occupe que les enfants ont des vêtements propres, qui signe les dictées, qui s'organise que là, je sais pas si je l'ai dit, le lunch, mais maudit qui prend de la place dans ma vie, fait que faire les lunchs, prendre les rendez-vous médicaux, tu sais, toute cette charge-là, oui, ils sont capables, tu sais, mettons, nos conjoints, tu dis, hey, appelle le médecin, il va le faire, mais que moi, je sache que c'est le temps de prendre le rendez-vous chez le dentiste, ça fait partie d'une pression. Puis ça, je l'ai vu sur les réseaux, tu sais, c'est une question de choix, comme si c'était l'individu le problème, mais c'est collectif, puis j'aurais aimé ça que, justement, on amène vers ça, parce que la plupart, là, je te vois, t'es prête à sauter. Laisse-moi finir ma phrase, je t'en supplie, parce que souvent, tu sais, on pense que ça part vraiment juste de nous. Puis effectivement, mais une partie, tu sais, que on doit justement réaliser dans quoi qu'on baigne, puis de nous va partir certaines actions qui vont faire qu'on va se réapproprier un peu plus notre propre bonheur, mais c'est collectif. C'est pour ça qu'on doit s'unir, puis c'est pour ça qu'on doit en parler. Puis la dernière chose, ben là, vas-y donc. Après ça, je vais parler du gaslight parce que moi, c'est... Oui, une chose à la fois. Vas-y. Ben, c'est typiquement là, l'histoire de la charge mentale. Puis souvent, les gens l'associent. D'ailleurs, les premières choses que tu as dit, c'était des actions. Faire les lunchs, etc. Mais la charge mentale, c'est de penser, de planifier, d'anticiper. C'est toute une charge qui est invisible parce qu'elle se passe dans la tête. Donc, parfois, tu vas avoir comme des conjointes qui vont vraiment être, tu sais, qui vont faire... Mais par contre, il faut leur déléguer. Dès lors que tu délègues, ça veut dire que tu as la charge mentale. Parce que la charge mentale, c'est de penser la faire. C'est pas forcément de la faire. Tu vois ce que je veux dire? Puis l'autre chose aussi que je trouve, sur laquelle je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est... j'entends parfois quand je dis... Parce que ça bouscule aussi de se rendre compte que c'est parce qu'on les aime, notre chum d'amour. Là. Ben, si tu demandes à une fille, hey, moi, mon chum, il est tellement présent, il aime ses enfants, il joue avec eux, il fait le souper. Oui. Ils sont convaincus qu'ils ont un chum qui prend de la charge. On les a pas choisis pour rien. On les a choisis parce qu'ils ont des qualités et qu'on les aime d'amour, tu vois. Mais reste que il y a des préconceptions qui font que le partage ou la façon dont on s'organise, en fait, ça fait être sur une base sexuée. Et donc, souvent, moi, je vais entendre des amis, des clients, whatever, dire « Ouais, mais on se partage ça parce que c'est nos intérêts personnels. » Ah oui, c'est intéressant de voir que vos intérêts personnels correspondent exactement à comment les rôles sont partagés. Donc, tu sais, par exemple, c'est « Oui, ben moi, mon chum, il fait tout le bricolage, puis moi, je fais tout l'intérieur. » Donc, tu sais, la vie domestique, la vie intérieure qui va être plus portée par la femme avec comme l'homme qui va être plus porté vers l'extérieur. Mais, OK, mais est-ce que dans ta vie, on t'a appris à bricoler? Est-ce que dans ta vie, tu as eu l'opportunité d'être initié à ça? Est-ce que dans sa vie, à lui, il a eu l'opportunité de justement prendre soin d'un intérieur, de prendre soin de lui-même, etc.? Ça s'apprend et je trouve que il faut faire preuve d'une grande humilité d'un bord comme de l'autre, de dire comme j'ai clairement pas été initiée à tels travaux ou à telle tâche ou à penser à telle affaire, donc j'accepte d'apprendre. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui va être difficile parce que comme c'est pas pensé de même, on va avoir des hommes qui vont dire « Mais c'est bon, infantilise-moi pas, c'est bon, je sais comment faire. » Puis ils vont prendre une tâche, puis c'est tellement fait tout croche qu'on fait « Ça va être moins fatigant pour moi de le faire moi-même. » là, tu sais. Ben, des fois, on dirait qu'ils font exprès aussi. Ben, ça s'appelle l'incompétence stratégique. Ça a vraiment été étudié. Je pourrais pas te ressortir là tout de suite les noms des études, etc. Mais comme aussi une façon de faire pour montrer, regarde, je fais, mais en fait, je fais de travers, puis je cherche pas à apprendre. Et c'est pour ça que je parle d'humilité. C'est que ça se peut qu'il y ait certaines tâches de domestique que tu saches vraiment pas faire, même si tu es adulte, même si tu as 40 ans, parce qu'en fait, on t'a jamais montré. Puis maintenant que tu es adulte, ben, tu trouves ça un peu infantilisant de le faire montrer. Puis je comprends, c'est normal. Mais on t'a jamais montré. Fait que c'est correct. Fait que puis c'est comme nous, par rapport à d'autres tâches, c'est des choses qu'on nous a jamais montrées, puis parfois on peut trouver ça infantilisant que notre chum nous explique, mais lui, on lui a montré. Fait que juste d'être dans l'humilité, qu'on est toujours dans une posture d'apprenant, d'apprenante, et si on a envie
Parce qu'en limite, on s'en fout, on est confortable. Mettons que moi, je suis confortable dans les tâches domestiques, puis que mon chum est confortable dans les tâches de bricolage, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais mettons... c'est correct, mais moi, ce qui a changé la donne, c'est d'avoir des enfants et de dire « c'est pas vrai que je veux qu'ils voient ça ». Fait avec ce qu'on fait avec mon chum, c'est qu'on se challenge, pas tout le temps, mais on se challenge des fois à... Moi, il va m'amener à sortir de ma zone de confort puis faire des choses que je suis moins habituée de faire parce que c'est pas ça qu'on m'a appris comme personne socialisée comme femme. Et lui, il va accepter comme que je lui transmette et apprenne des choses qu'on lui a moins appris parce qu'il a été socialisé comme homme. Et en même temps, c'est génial parce que ça crée une équipe qui est soudée, parce qu'on apprend ensemble, on grandit ensemble. Puis c'est ça aussi que parfois les gens captent pas, c'est que oui, c'est bousculant, oui, tu sors de ta zone de confort, mais ça vient tellement donner un ciment au couple amoureux, au couple parental, parce qu'au travers de ça, on parle de valeurs, on parle peut-être de trauma, on parle peut-être d'humiliation qu'on a vécu. Fait qu'on va dans la profondeur aussi. Et moi, je trouve que c'est ça qui est magique dans une relation, c'est d'apprendre l'une de l'autre, de grandir ensemble. Fait qu'on a beaucoup d'intérêt, en fait, à remettre en cause toutes nos pas prédispositions, mais nos socialisations, les remettre en question pour mieux connecter à qui on est, nos vraies compétences et ce qu'on aime vraiment. Parce que des fois, il y a des choses qu'on a l'impression d'aimer parce qu'on nous a dit qu'on les aimait, mais on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter d'autres choses. Fait que là, on va aller expérimenter. On fait « Ah, tiens, je me découvre que j'aime telle affaire » ou c'est ça. Puis, ce que je réalise, là, en discutant avec n'importe qui, c'est que souvent, les gens sont convaincus que dans leur foyer, ils font déjà de la bonne chose pour essayer d'être le moins sexiste possible, juste parce que, par exemple, leur garçon joue avec des poupées ou ils ont déjà mis du cutex à leur garçon parce qu'ils en voulaient, puis que leur fille, elle a le droit de jouer avec le camion de poubelle, tu sais. Fait qu'ils ont l'impression que ça suffit. Mais ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on vit dans notre quotidien qu'on va montrer finalement à une mère, ça fait ça, un père, ça fait ça, une fille, c'est comme ça, un gars, c'est comme ça. Fait qu'il faut remettre en question nos propres rôles dans notre propre vie pour montrer l'exemple. Puis ça, c'est intéressant. Puis là, j'avais 2 histoires que j'aurais voulu te parler. Si tu veux, juste le liquid washer. Tu sais, je suis arrivée en retard aujourd'hui. Finalement, on n'était pas en retard parce que je nous ai trompé d'heure puis j'ai dit que c'était à 10h, c'était à 10h30 qu'il fallait qu'on se rencontre. Mais bref, je suis arrivée en retard un matin, il fallait que je mette du liquid washer. J'avais jamais mis ça. Mais non. J'avais t'as cherché où c'est que c'était pour mettre? Ben là, tu sais, comme, OK, le capot du char, là, je dis peut-être même pas le bon mot, là, mais comment je l'ouvre? Tu sais, trouver le petit piton en dessous de mon... Mais je l'ai trouvé tout seul, OK? Yeah. Trouvé tout seul. Après ça, je me suis faufilé la main. Je me suis dit, je vais le trouver, le maudit piton, pour le lever le hood, tu sais, à un moment donné. Je le trouvais pas. Là, j'appelle mon chum. Tu sais, je dis, il est où le maudit piton? Il faut que je mette du liquide washer. Mais tu sais, après ça a bien été. Mais j'ai quand même eu le stress de maudit. J'ai jamais fait ça. Tu sais, je suis déstabilisée. Bon, je suis arrivée en retard, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, par exemple, OK. Par exemple, attends, j'en ai beaucoup. Parce que moi, une des fois là, que j'ai réalisé ma charge mentale, mon chum, on avait dans le temps un étage complet. Tout était sur cet étage-là. OK? Au sous-sol, il y avait 2 chambres, mais on avait laveuse, sécheuse, cuisine, tout était à air ouvert. Puis la laveuse a sonné en même temps que mon chum passait devant. Puis les portes étaient ouvertes, là. Tu sais, c'était des portes garde-robe, ils étaient ouvertes. Puis il a continué son chemin. Puis je sais pas, il y a une montagne, tu sais, comme une de colère qui est sortie. Je dis, Chris, as-tu vraiment besoin que je te dise, mets la laveuse dans la sécheuse? Là, j'ai ouvert la laveuse. J'ai dit, il y a tes maudites bobettes là-dedans, t'es capable. Hey, j'étais hors de moi, puis j'en revenais pas. Puis nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est que mon chum est devenu père au foyer. Mm-hmm. On a vraiment eu cette chance-là. Puis, je m'étais vraiment dit, tu sais, dans le temps que j'ai commencé virtuellement, ça a pris toute la place. Il a fallu que je consulte une psychologue parce que je faisais ça 24/7. J'arrivais plus à faire autre chose tellement c'est gratifiant d'être sur les réseaux sociaux. Fait que j'étais temps plein, sur temps plein. J'ai perdu le lien avec mes enfants. Bref, c'est allé très loin. Mais je l'ai laissé se tromper. Fait que je l'ai laissé pas mettre de pantalon de pluie une journée de pluie pour amener les enfants à la garderie. Je l'ai laissé mettre juste une sandwich dans les lunchs des enfants. Les enfants sont revenus mouillés. Les enfants sont revenus affamés, tu sais. Puis il a compris. Puis quelques mois plus tard, parce que lui, il comprenait pas que j'étais tout le temps stressée puis épuisée. Puis souvent, je lui disais, « Hey, après la routine du matin, quand j'arrive à la job, je serais prête à dormir ma nuit tellement qu'il y a eu une grosse journée qui s'est produite en 2 heures, tu sais. » Puis il comprenait pas ça. Il disait, « Hey, c'est facile le matin, pourquoi tu capotes? » Tu sais, lui, il a juste à faire ses affaires à lui. Puis à un moment donné, quelques mois plus tard, il a dit, « Hey, Merle, je viens de comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? »
quand c'est lui qui a eu cette charge-là de rien oublier, de penser à tout, puis il a fait une dépression, hein? Ah ouais. Il en a fait une dépression à cause que là, j'y avais donné la charge mentale. Genre burn-out parental? Oui, burn-out parental. Il s'est mis à remettre en question. Là, on ne le reconnaissait plus. C'était un gars de party. Puis ça aussi, les parties, tu sais, il organisait des parties, mais c'est moi qui allais à l'épicerie, c'est moi qui gérais la bourse, c'est moi qui gérais les bras. Tu sais, c'est moi qui gérais tout ça. Fait que lui, il aimait ça faire le party. Moi, j'étais épuisée, tu sais. Je voulais plus faire le party. Puis je sais que tu m'écoutes, Mathieu, puis on est rendu ailleurs, OK? Mais tu vois, tu sais, j'ai le malaise. Mathieu. J'ai le malaise. Il va penser, je l'aime pas. Puis c'est souvent ça qui arrive quand on va être deep into it quand même là, ensemble dans les prochains épisodes. Tu sais, c'est pas un manque d'amour de notre chum. Pas du tout. De vouloir que nous, on ait de l'espace pour bien aller, tu sais. Puis que ce soit égalitaire pour t'œuvrer. Puis ça, on l'entend souvent qu'on n'a plus besoin d'être féministe. Qu'on a atteint l'égalité depuis qu'on a le droit d'avoir... mais tu sais, il y a tellement d'exemples. Fait que ça, c'est des petits exemples où est-ce que si on était plus féministe, on le tolérerait pas. Tu sais, si on nous l'avait appris, ce serait pas arrivé. On n'aurait pas amené dans notre quotidien, à moi puis Mathieu, ces routines-là où est-ce que je suis tellement dévalorisée, puis lui tellement là, léger, pleine expansion, ma vie, tout est possible pour moi. Tu sais, ça ne serait pas arrivé. C'est le double standard, hein? Une femme qui s'occupe de ses enfants, c'est une mère qui fait sa job. Un homme qui s'occupe de ses enfants, oh my God, il est tellement bien ce papa. Non, mais on va se calmer le pompon, là. Il fait juste sa part de job, là. Puis, tu sais, tu dis d'être plus valorisé, etc., mais il faut prendre conscience aussi. Tu sais, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de la charge sociale. Donc, tu sais, c'est cette conscience de créer le lien avec sa communauté, avec sa famille, etc., puis d'entretenir ce lien. Ça s'entretient, les relations, là, tu sais. Ben, en fait, ce que les études nous montrent, c'est que les hommes créent beaucoup leur vie sociale au travers de leur travail. L'enjeu, c'est quand ils tombent à la retraite. Puis moi, là, j'ai aussi une job dans du développement social dans ma région, là, parce que je suis une fille du communautaire. Là, tu sais, genre, je ne sais pas si un jour j'arriverai vraiment à le quitter, même si je suis entrepreneuse à côté. Et donc, tu sais, je vois avec les associations de retraités, associations de défense de droits des personnes aînées, etc., il y a un isolement des hommes âgés, c'est catastrophique. Et les femmes âgées sont souvent des proches aidantes parce que, bon, maintenant, la vie dure plus longtemps. Donc, elles vont être des proches aidantes pour leurs parents qui sont très vieux, alors qu'elles-mêmes, elles sont à la retraite. Elles vont aussi être des proches aidantes pour leurs enfants parce qu'on manque de services de garde. Donc, on a des femmes à la retraite qui sont... super, qui prennent beaucoup de temps, super actifs pour les autres, puis des hommes qui sont dans l'isolement, puis qui vont tomber dans la dépression. Évidemment, pas tous les hommes, pas toutes les femmes, non, on va pas tomber là-dedans, là, tu sais. Mais statistiquement, il y a une vraie différence de comment tu vis à la retraite. Et en plus, avec des hommes qui ont des meilleures retraites que les femmes, parce que, on le rappelle, il y a encore 20 et quelques % de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Pour des métiers égaux avec compétences égales, une femme va être moins payée, là. Oui, exactement. Et puis en plus, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une valorisation de la paternité dans le milieu professionnel parce que c'est vu comme une personne qui sait prendre des responsabilités, etc. Et une dévalorisation des femmes qui vont devenir mères parce que c'est une personne qui est moins disponible. C'est une personne qui va devoir s'absenter quand il y a des rendez-vous pour les enfants. Parce que, veut pas, la mère, elle est encore le parent par défaut, tu sais. Donc, on présuppose que nécessairement, et c'est encore très majoritairement le cas, donc c'est une présupposition qui est quand même basée aussi sur des faits tangibles, que c'est la mère qui va s'absenter du travail, qui va partir plus tôt, etc. Donc, qui va finalement sacrifier d'une certaine façon sa vie professionnelle versus l'homme qui doit continuer d'être super disponible, etc., même s'il a des enfants. Donc, en fait, ce qu'on observe au niveau économique, c'est que les hommes vont souvent avoir des augmentations de salaire quand ils deviennent parents, alors que les mères vont avoir pas forcément pas des diminutions de salaire, mais tu sais, elles vont plus facilement prendre des temps partiels. Donc, en fait, en termes de pouvoir économique, elles vont perdre, ce qui crée une asymétrie aussi, veut pas, dans un couple, tu sais. Moi, je pense à une amie qui m'est très chère. Il y avait une asymétrie économique dans son couple. Elle voulait en sortir. Elle ne pouvait pas parce que ça faisait pas de sens. Donc, elle a attendu. Elle avait fait une reprise d'études. Elle a attendu de les reprendre. Elle a attendu que les choses se placent pour faire cette séparation-là. Et ça, c'est une inégalité extrêmement profonde.
j'aimerais en parler parce que mon conjoint, avant, moi, j'étais physio en clinique. Tu sais, avant la COVID, je savais pas qu'autre chose était possible. Fait que je travaillais à temps plein à la clinique, puis mon conjoint était dans la construction. Fait que, tu sais, c'est quand même un milieu, on a le droit d'être cliché, mais c'est très macho. OK, oui. Vraiment. Puis, moi, je faisais plus d'argent que mon conjoint dans la construction. Tu sais, une physio, là, c'est pas tout dans mes poches, mais dans ce temps-là, mettons, je chargeais 100 de l'heure. Mais lui, il en faisait peut-être 35, tu sais. Fait qu'au bout du compte, on était plus gagnant que lui, manque le travail quand les enfants sont malades. Puis on a eu une enfant très malade qu'on manquait quasiment toutes les semaines, une journée ou deux. Puis c'était tout le temps mon conjoint qui manquait le travail. Puis ses patrons, ils ont dit, t'as pas une femme, toi? Puis mon chum, il a dit, hey, toi, tes filles, t'es envoyées à l'université? Je l'ai trouvé bon. Il est allumé, tu sais. Il a dit, toi, tes filles, t'es envoyées à l'université? Quand elle va être psychologue, ta fille, parce qu'elle étudie en psychologie, tu vouloir qu'elle soit psychologue? Elle va faire plus que son chum, là, c'est sûr. C'est elle qui va manquer à la job parce que c'est une femme, tu sais. Fait que là, son patron, il a fait OK. Mais c'était contraignant dans ce milieu-là, qui manque aussi souvent le travail, parce que c'était reconnu que c'était la femme. Puis là, le gars, lui, peut aller sur son chantier. Mais moi, c'était plus compliqué pour moi manquer parce que mes clients, il fallait que j'y reporte. Oh my God. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire. À Mané, on cherchait un appartement avec mon chum parce que notre premier appartement à Montréal, à Mané, on a eu des rats. Des rats! Une fois, ça va. On est ailleurs des fourmis, là. Une fois, ça va. 2 fois, ça va plus, là. J'ai commencé de lever mes pieds du plancher. Puis les propriétaires, ils faisaient rien. Puis à un moment donné, on trouve un mur. Derrière une armoire, on voit qu'il y a plein de moisissures. On a dit non, c'est tout bas. On s'envole. On cherche même pas à parler avec les propriétaires. Notre santé est en danger. Bref, je te passe les détails. Donc, on cherche un logement, etc. On trouve un logement un peu trop cher, mais vraiment propre, tu sais. Puis là, c'était un critère très grand pour nous, après ce qu'on venait de vivre avec les rats pendant des mois. Donc, bref, on monte notre dossier, nanana, on rencontre la propriétaire, puis là, on jase un peu, puis, tu sais, on avait déjà un enfant, puis on explique que, ben, tu sais, éventuellement, on va en vouloir un deuxième, c'est pour ça qu'on cherche aussi un appart un peu plus grand que ce qu'on avait, et tout ça, bref, tu sais, petite jazzette. Puis là, elle demande à mon chum ce qu'il fait dans la vie, il explique, nanana, puis après, elle se tourne vers moi, elle fait « J'imagine que vous êtes maman au foyer ?» Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui te permet d'imaginer ça? Enfin, je dis, ben non, pas du tout. Tu sais, je travaille, puis j'étais coordonnatrice d'un organisme provincial à ce moment-là, à Montréal et tout ça. Et ça s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'elle a fait l'enquête de crédit, machin, etc., uniquement sur mon chum, en fait. Et mon chum, ça allait bien sa vie, mais il était travailleur autonome, puis depuis moins de 3 ans. Fait que, tu sais, ça, c'est pas rassurant pour un propriétaire ou d'ailleurs pour une banque ou whatever. Ce qui est complètement... Bref. OK, je partirai pas un édito là-dessus. Et alors que moi, j'avais un emploi stable avec une rémunération, tu sais, constante, etc., qui était tout à fait correcte. Elle a jamais été regardée de mon bar. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est comme ça. C'est vraiment des petits exemples, effectivement, de sexisme ordinaire au quotidien. Et puis, je pense pas qu'elle avait une intentionnalité mauvaise ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, t'es pas sympathique, cette dame-là. Mais le fait est que, clairement... dans son monde à elle, j'avais un enfant, j'en voulais un deuxième. J'étais forcément une maman qui avait une petite jobinette, quoi. Puis c'est drôle parce que je l'ai vécu ça avec un autre conjoint qui était employé, tu sais, vraiment salaire minimum avec des horaires qui allaient pas trop, tu sais, vraiment comme... il n'y avait pas grand-chose là, comme argent. Puis moi, j'étais physio depuis 2 ans, puis j'avais un salaire full stable, c'était un gros salaire. Puis le propriétaire d'un logement qu'on voulait se louer, il a juste checké lui. Tu sais, à moi, toute seule, j'aurais pu l'avoir, le logement, mais il n'a jamais regardé de mon côté que moi, je pouvais le payer, tu sais. Puis finalement, lui, il a fini par quitter là, de ce logement-là. Je l'ai payé tout seul à la fin, tu sais. Fait qu'effectivement, il y a du petit sexisme ici et là. Puis ça, on s'en rend pas compte, mais on va le subir. Puis une façon de subir aussi, puis ça, c'est drôle parce que c'est une discussion que j'ai eue dans un groupe de femmes. La fille me partageait un moment de sa vie qui était compliqué, puis j'ai fait... Je l'ai vécu, ça aussi. Elle, tu sais, le soir, avec les enfants, elle va s'occuper, tu sais, faire la vaisselle, mettons, faire le souper, puis tout ça. Puis elle a décidé qu'elle préférait que son chum fasse le souper parce que pendant qu'il fait le souper, elle va gérer tout le reste. Elle va donner les bains, habiller les enfants, les devoirs, toutes les patentes à côté. Que quand elle a fait le souper, son chum s'assoit sur le sofa. Fait qu'après le souper, elle se ramasse à tout faire. Puis quand elle a couché les enfants puis tout, ben là, elle va prendre sa douche. Puis souvent, ben il y a un enfant qui se relève. Tu sais, t'es couches à 8 heures puis il s'endorme à 10 heures. Là. Fait qu'il y a un enfant qui se met à pleurer puis tout. Puis il est comme sur le sofa puis il est plus là. Puis elle, de sa douche, elle doit aller gérer. Puis ça,
moi, je l'avais remarqué en auto. En auto, moi, je suis souvent la passagère, vu que je ne vois pas en 3 dimensions. J'aime pas beaucoup conduire. Ça m'amène beaucoup d'anxiété. Fait que je reste passagère tout le temps. Puis mon conjoint conduit. Puis il y a 4 enfants en arrière que c'est, tu sais, le bordel. Tu sais, souvent, le bordel pogne. Puis nous, ils n'ont pas d'écran. Fait que ça peut vraiment aller loin. Puis lui, il est comme sur un nuage. Il n'est pas là, il est déconnecté. C'est comme s'il était dissocié de sa réalité familiale. Il est dans son petit monde imaginaire, il n'entend rien. Même quand les enfants disent « Papa, il faut que je dise ». Fait que moi, je suis en train de gérer en arrière, je suis en train de réagir, je suis en train d'aider, puis tout ça. Puis là, mon chum, lui, il est sur une autre planète. Là, il faut que je dise « Hey, Esti, elle te parle, là. Tu peux-tu allumer? » Puis « Oh, ben là, tu sais. » C'est ça. Fait que ça a été une de nos chicanes aussi. Fait que c'est tous des petits moments du quotidien que finalement, mais on l'auto, subit. là. Ouais, l'auto. On a dû acheter une auto l'année dernière parce qu'on avait une Dodge comme vous, puis à un moment donné, on roulait, puis on a perdu un morceau en roulant. On n'avait plus confiance dans l'auto. Normal. Et donc, on va magasiner une auto. Puis moi, c'est la première fois que j'allais chez un concessionnaire. J'ai toujours acheté des bagnoles usagées et tout ça. Mais là, c'était rendu que on voulait une auto de confiance. Avec 3 enfants dans l'auto, tu veux pas niaiser. Et donc, bref, on va ensemble chez le concessionnaire. Puis le concessionnaire, il regardait mon chum. Il parlait à mon chum. Mais mon chum, il a le permis depuis vachement moins longtemps que moi. Il a passé son permis à 40 ans, en fait, tu sais. Moi, je l'ai passé à 18 ans, en fait, que j'ai beaucoup plus d'expérience de conduite de lui. J'ai acheté plusieurs voitures dans ma vie, il n'en a jamais acheté. Enfin, tu sais, c'est ça, je suis plus expérimentée que lui. Bien sûr, il est avec moi, bien sûr, on choisit ensemble, mais... Puis au bout d'un moment, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois que le gars pose des questions, il se tournait vers moi. Mon chum, il faisait ça. Tu sais, pour vraiment envoyer au concessionnaire l'affaire de comme, tu parles pas à la bonne personne, gars, tu sais. Mais sans rien dire. Mon chum est très comme ça, tu sais, il va réussir à faire passer des messages sans forcément parler. Puis au bout d'un moment, ben c'est toujours moi qui répondais au concessionnaire. Puis j'ai vu un peu de surprise dans ses yeux. Puis après, il s'est plus adressé à moi, là, tu sais, il a fini par comprendre, là. Mais de base, c'était évidemment monsieur qui venait acheter une voiture. C'est fou, là. Puis après, quand on a eu à discuter de, tu sais, est-ce qu'on met les 2 noms, est-ce qu'on met juste le mien, etc., pareil, à nouveau, il se tourne vers monsieur. Et en fait, mon chum, il a dit, je pense que c'est mieux que c'est ta voiture, c'est toi qui conduis, parce que nous, c'est majoritairement moi qui conduis, j'adore conduire, en fait. Donc c'est ma voiture. Et ça aussi, c'était, on voyait que c'était déstabilisant. On aime en jouer beaucoup. Puis aussi, avec les enfants, tout à l'heure, tu disais un truc qui a résonné pour moi, tu sais, sur... on laisse plus les garçons jouer avec les poupées, les filles jouer avec les camions, etc. Mais tu vois, il y a quelque chose qui reste qui s'appelle le masculin neutre. Je sais pas si ça te parle, cette notion, non? Tu sais, par exemple, on va dire, je veux habiller mes enfants en unisexe ou whatever. Ben, en fait, ce qui est le neutre, c'est masculin. Je vais comprendre. C'est ça, le neutre, c'est masculin. Fait que, tu sais, si tu vas, par exemple, puis je vais vraiment donner cet exemple des vêtements parce que je trouve qu'il est très parlant. Mais déjà, d'abord, aujourd'hui, on voit que les vêtements sont très... puis c'est seulement depuis les années 80, by the way, là, c'est vraiment du marketing qui a fait les vêtements roses pour les filles, les vêtements bleus pour les garçons. Ça paye plus, parce qu'avant, tu sais, tu transmettais ton linge blanc à tout le monde. Exactement. Bien là, ça paye moins. Tu sais, que quand tu as un gars, il faut que tu rééquipes. Exactement. Ouais. Puis si tu regardes même un peu plus, tu sais, les gamins, ils ont souvent des petits motifs là sur leur t-shirt. Les petits vêtements de filles, tu vas souvent avoir des petites licornes. Des fleurs fragiles. Tu vas trop vite. Laisse le temps de faire le chemin. Mais oui, c'est ça. Des petites bestioles qui ferment les yeux, puis qui sont... et les garçons ont des dragons, des lions. Donc, c'est ça. Tu as les proies et les prédateurs de l'autre côté. Puis ça veut pas, ça joue sur les imaginaires parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi dans nos vies, c'est les imaginaires. Donc, les neutres, les vêtements dits neutres. Déjà, il n'y a pas de robe dans les vêtements neutres. Ça va être vert, ça va être jaune, ça va être bleu, ça va être... Il n'y a pas de rose dans les vêtements neutres. Donc, en fait, on a vraiment construit une neutralité qui est basée sur le masculin. Comme dans notre langue. Le « il », c'est le neutre. Tu sais, c'est le masculin l'emporte, mais c'est le masculin neutre. Et donc, en fait, ça ça montre qu'il y a vraiment une dévalorisation de ce qui est associé à la féminité. Et moi, j'aimerais ça qu'on se questionne là-dessus puis qu'on ramène du féminin neutre, tu sais. Fait que, tu sais, nous, une chose qu'on a fait chez nous, puis je dis pas que c'est la chose à faire ou quoi que ce soit, puis il y en a plein d'autres qu'on pourrait faire, mais tu sais, c'est de s'assurer que dans la garde-robe de nos enfants, il y a toutes sortes de vêtements, tu sais. Il y en a qui vont vraiment aller juste sur le unisexe ou whatever, mais nous, on veut vraiment qu'il y a des robes dans la garde-robe de mon fils. Il l'aimait pas. Pas de problème, tu sais, il décide, là, tu sais. Le fait est que, il y a quelques robes qu'il aime, il y en a d'autres qu'il n'aime pas, puis c'est ça, puis il va avoir du rose, il va avoir de tout, en fait. Et en fait, c'est vraiment drôle comment ça change leur propre perception d'eux-mêmes. Puis c'est ça, moi, j'ai un petit gars aussi il a 4 ans et demi, là.
Il adore mettre du vernis à ongles, puis se coiffer, puis que je lui mette son gel dans les cheveux, puis faire des couettes. Puis, tu sais, il a un côté, pour certaines sorties, il aime mettre des petites chemises, et un peu coquet. Et j'adore ça. Mais tu vois, les gens, ils vont aussi... Parce qu'il y a la question du féminisme, mais il y a aussi la question éventuellement de l'homophobie latente. Comme si un garçon qui prend soin de lui, qui fait attention, qui aime jouer aux poupées, tu sais, on ne va pas se dire « Oh, il s'entraîne à être un bon papa ». Non, on va dire comme « Ouh, il est peut-être homo ». Mais c'est vraiment de l'homophobie latente, là. Donc, il y a... Et c'est pour ça aussi que les oppressions, les discriminations, il y a des points de convergence. Tu sais, tout à l'heure, tu disais le but, c'est aussi de faire union. C'est de faire union entre les personnes qui vivent une même discrimination, mais aussi des alliances avec d'autres personnes qui vivent d'autres discriminations, parce que souvent, il y a des proximités. Mais là, je vais peut-être un peu loin, mais ma pensée m'amenait là. Prochain épisode, on va parler de ça, justement. Ah bon, super. De la communauté, sororité, tout ça. Et puis, c'est drôle parce que moi, Jay, ça a été quelque chose, tu sais, le rose, c'est pas une couleur de ferme. Puis moi, mon garçon, son pantalon préféré, c'est un pantalon multicolore, rose, turquoise et jaune. Puis son chandail préféré, c'est un arc-en-ciel avec une licorne. Puis il a les cheveux longs, blonds, puis il aime beaucoup le Kitex. Fait que, tu sais, il se fait tout le temps traiter de fille, puis il est comme... Je comprends pas, maman, pourquoi qu'on me dit petite fille, on me dit, je suis un garçon, moi. Moi, j'aime les couleurs multicolores, mais je suis un garçon quand même. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, je vais te poser 2 questions pour conclure cet épisode. OK. Première question, OK? Pourquoi se questionner sur tous ces petits détails-là? Pourquoi faire l'effort de réaliser toutes ces petites pression culturelle-là qu'on a, si on est capable de vivre là-dedans correctement, tu sais. C'est quoi que ça l'apporterait que les filles se questionnent davantage sur toutes ces petites inégalités-là qui arrivent ici et là dans notre quotidien? Ben, ça apporte de la conscience. C'est déjà de base, là. Y a tellement de choses qu'on fait par automatisme. Et moi, comme j'aime dire, c'est là où tu apportes de la conscience, t'apportes du pouvoir, parce que t'apportes une décision consciente, pas une décision subséquente à des choses qu'on te dit, il faut que tu fasses comme ceci ou comme cela. Donc, ça permet de reprendre du pouvoir. Puis, l'autre chose, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais qui est hyper important pour moi, c'est que on transmet malgré nous des stéréotypes. Et même les personnes féministes et tout ça, là, enfin, je veux dire, on s'extrait pas. Tu sais, des fois, les gens, ils vont dire, ah, mais... moi, je suis pas sexiste. Ben non, en fait, d'ailleurs, Mélanie, t'es sexiste, je suis sexiste parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est comme ça et qu'il y a plein de trucs dont on n'a absolument pas conscience et que c'est un chemin qu'on va continuer de faire parce qu'on vit dans un monde qui est patriarcal. Donc, de toute façon... Donc, on transmet des choses. D'ailleurs, pareil, on voit que dans le livre « Tu seras un homme féministe, mon fils », la fille réfère à des études qui expliquent que quand tu sais le sexe de ton enfant à naître, tu changerais déjà ta façon de parler du coup à ton fœtus, de toucher ton ventre, tu es déjà en train de changer inconsciemment. Évidemment que c'est inconscient. Ces personnes se disent « Ah, bah parce que j'attends un garçon, je vais agir différemment. » Non, juste on le fait. That's it. Puis quand les enfants sont petits, pareil, autre chose, ils ont mis un bébé au milieu d'une salle pour faire une étude. Il y avait des gens autour, le bébé pleure. On leur dit « C'est une fille. À votre avis, pourquoi le bébé pleure? Ah, elle est triste, elle n'est pas bien, elle a besoin de câlins, etc. » Un autre groupe, le même bébé, on leur dit « C'est un gars. Pourquoi il pleure? Il est fâché, il est... » Donc même les émotions qu'on va attribuer, elles vont être différentes. Donc si on ne se questionne pas sur ça, on reproduit des choses que peut-être on n'a pas du tout envie de reproduire. Donc, il faut mettre la conscience là-dessus. Puis, au bout du compte, de reproduire toutes ces petites choses-là, qu'est-ce que ça amène concrètement sur des adultes, femmes, hommes? Ben, ça amène je cherche mon mot. Ça ferme les voies, ça ferme les possibles. Ça ferme les possibles. Puis, éventuellement, ça crée de la souffrance. Parce que... Puis on en voit, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, quand tu ne corresponds pas exactement aux standards normatifs, populaires, mainstream, ben, tu te sens en décalage, tu peux ressentir de la souffrance, ou alors tu vas, au contraire, performer ton genre. Donc, tu sais, le truc qui monte, c'est la sexualité. On nous a tellement montré des modèles de sexualité pour nous autres, les femmes, que...
je discute beaucoup en ce moment avec des amis, mais aussi avec des clientes de la sexualité. Et il y a un côté, alors avec des femmes qui ont 35-40 ans, donc on a pris un certain recul là-dessus, mais on se rend compte que quand on avait 20 ans, 25 ans, on performait la sexualité, non pas dans le sens d'avoir du plaisir, mais dans le sens d'être la femme qui fait comme il faut, la femme qui est désirable, la femme dont on va dire d'elle que, tu vois. Donc, est-ce qu'on était vraiment bien là-dedans? Avec le recul, vraiment pas. Vraiment pas. Mais on a besoin de performer. Et ça, c'est tous des mécanismes aussi dont on nous a appris consciemment, inconsciemment, subtilement ou moins, qu'on a besoin de répondre à ces standards-là pour être aimé, pour être valorisé, pour être reconnu. Mais ça crée énormément de souffrance. Donc, déconstruire ces choses-là, ramener la conscience, c'est ramener du bonheur, c'est ramener du plaisir, c'est ramener de l'harmonie, c'est ramener des relations qui sont beaucoup plus saines et authentiques. Puis là, je ne peux pas ne pas penser à ce podcast que j'adore, qui s'appelle « Le cœur sur la table », où Victoire Tuaillon, qui tient ce podcast, tout au long de son podcast, elle vient expliciter comment, pourquoi on a construit les relations telles qu'on les a construites entre notamment les hommes et les femmes, et comment les déconstruire, c'est reprendre du pouvoir dessus. Elle parle de révolution romantique, j'adore. C'est super doux son podcast en plus. Fait que, tu sais, s'il y a des auditoristes qui écoutent puis qui ont envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, le cœur sur la table. Je te dirais que c'est un peu, tu sais, moi, ce que ça m'a apporté de déconstruire un petit peu tous ces petits moments-là, mais au départ, beaucoup de frustration parce que j'avais tellement l'impression d'être confiante, d'avoir le pouvoir sur ma vie que finalement, j'étais juste le reflet des attentes qu'on avait de moi. Fait que grosse crise existentielle qui en est suivie. Il a fallu faire un ménage autour de moi parce que justement, il y avait des relations qui étaient basées sur ce qu'on attendait de moi et non pas sur ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui vient de moi réellement. Puis maintenant, je te dirais que, tu sais, on me dit souvent, comment tu fais... T'sais, comment tu as pu chambouler ta vie autant? T'sais, comme là, je monte sur scène puis je vais en faire de plus en plus. T'sais. Mais c'est toute partie de là, finalement. Je suis qui vraiment? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me fait du bonheur vraiment? Je suis venue sur Terre, pourquoi vraiment? Puis je dis pas que je suis encore parfaitement alignée parce que je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à déconstruire. Mais j'aurais pas fait ça avant de savoir qu'il fallait que je remette en question mes rôles qu'on m'avait emmenés. Puis là, tu as des gens qui vont dire, mais t'es égoïste, tu penses d'abord à toi. Mais cibole, parce que tu fais ça, parce que t'es mieux, t'es une meilleure maman, t'es une meilleure conjointe, t'es une meilleure amie, c'est comme ça t'amène à ton meilleur. Puis tu vois, moi, il y a beaucoup de déconstructions qui sont faites vraiment depuis que je suis avec mon chum, avec Hugo. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ça nous a rapprochés beaucoup, en fait. Ça nous a permis d'aller explorer d'autres choses, d'être dans l'authenticité. À des endroits où on l'était peut-être moins parce que on avait intégré qu'il fallait être comme ceci ou comme cela. Puis c'est vrai, parce que moi, avec Mathieu, ça a été vraiment des années difficiles, les années où est-ce que j'acceptais plus finalement de combler ces attentes-là, puis que je ramenais un petit peu des choses. Tu sais, moi, j'en ai fait des choses pour lui faire plaisir parce que c'était mon rôle, tu sais. Puis mais on est tellement rendus solides, lui puis moi, tu sais. Ouais. Là, je suis capable de le dire avec confiance parce que ça a été quand même difficile. Puis je me suis demandé, je suis-tu mieux toute seule finalement? Puis moi, tu regardes mon chum, tout le monde dit, c'est tellement le bon gars, tu sais. Il est tout le temps là pour ses enfants. Il était père au foyer. Il fait à manger, je lui demande rien. Il va à l'épicerie quand il n'y a plus de lait. C'est pour moi qui dit, va chercher. Tu sais, comme pour le monde qui nous entoure, j'ai le jackpot, là. Puis à un moment donné, j'ai une amie qui pensait que je disais que j'allais rompre avec mon chum. Puis je sais même pas qu'est-ce que je suis en train de dire, mais c'était pas ça. Puis elle avait été le dire à plein d'autres filles que on a. Puis écoute, il y avait comme 15 filles là, qui attendaient que lui puis moi on se laisse pour partir avec, tu sais. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont allées dire à ton chum qu'il était tellement chanceux de t'avoir? Jamais. Puis c'est ça là, c'est ce que je travaille en ce moment, que je mérite d'être aimée. Puis qu'on peut m'aimer comme que je suis. Ouais. Parce que j'ai toujours eu la croyance que j'étais chanceuse de l'avoir, puis qu'il aurait pu avoir mieux que moi. Mais ça, c'est une croyance qu'on a aussi de façon culturelle. Mais lance pas là-dessus, on repart pour 1 heure. On repart pour 1 heure, puis là, il fallait closer ça. Mais c'est quelque chose que je travaille présentement, de sentir que qui je suis mérite d'être aimée, puis qu'il y a de la chance de m'avoir. Ouais. C'est en ce moment ce que je suis en train de travailler, je suis rendue là. Ouais. Mais c'est grave, parce que tu m'aurais parlé pour le 5 ans, j'aurais jamais cru que c'était si profond que ça. Ouais.
Fait qu'on n'a pas le choix de venir le déstabiliser parce que crime, on vit à côté de notre propre vie. Ben, en fait, on a le choix, mais on passe à côté de quelque chose si on le fait pas, je pense. Oui, puis c'est pas facile de le faire. C'est pour ça que le prochain épisode, on va parler de s'unir pour le vivre. Mais sinon, la dernière chose, là, tu me le conclus ça en 2 minutes, OK? OK. T'es capable? Je suis capable. C'est pourquoi les hommes peuvent être dérangés par cette quête-là des femmes. Oui, je sais que c'est évident. Puis pourquoi les femmes peuvent être dérangées par le féminisme? Donc, pourquoi les hommes sont dérangés par le féminisme? Pourquoi les femmes sont dérangées par le féminisme? Puis juste hier, j'étais à un spectacle. Je m'excuse 2 secondes, là, on va conclure ton 2 minutes par après. J'étais à un spectacle avec Mariana Mazza. Je l'ai-tu bien dit? Oui, je crois que c'est ça, Mariana Mazza. Oui, fait qu'elle disait, tu sais, les hommes de nos jours, ils sont dans l'émotion, ils sont fermes, tu sais. Puis ça me rentrait dedans parce que moi, je le vois pas comme une faiblesse d'être dans l'émotion. Moi, je le vois comme des enfants de 2 ans. Quand tu n'as jamais découvert tes émotions puis appris à les gérer, puis tu exploses de colère, puis tu frappes ta blonde. Ou pour moi, c'est un enfant de 2 ans qui fait une crise de bacon, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est de la force que nos hommes tombent dans l'émotion. Mais je veux que tu me dises rapidement pourquoi que les hommes sont dérangés par le féminisme. Puis pourquoi les femmes sont gênées? Parce que quand tu dis le mot féministe, c'est souvent péjoratif. OK, je vais commencer par les femmes. Je pense qu'il y a de la gêne parce que c'est associé à des images négatives. Évidemment, le patriarcat n'a aucun intérêt à ce que le féminisme, ça donne envie. Donc, tu sais, pendant longtemps, je pense que ça évolue ces dernières années, mais je pense que pendant longtemps, les féministes, c'était des mal baisés. Les féministes, c'était des revendicatrices hystériques. Voilà. Et il y a eu toute une construction qu'on pourrait rattacher à l'histoire de la sorcière et à la chasse aux sorcières et à comment on a construit un imaginaire collectif négatif sur les femmes en fait puissantes, fortes, qui prennent leur place. Donc oui, il peut y avoir de la gêne là-dessus. Il peut y avoir de la gêne parce que ça peut ramener du rejet des hommes, là, tu sais, le nombre d'hommes qui, justement, qui disent « moi, tout ça finit féministe » ou je ne sais trop quoi. Donc, sur le marché de la conjugalité, j'ai envie de dire, c'est pas forcément quelque chose de facile à assumer. Donc, il y a de la gêne, il y a une mauvaise compréhension aussi de ce que peut être le féminisme, là. Il y a plein d'autres raisons, certainement aussi, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Puis les hommes, ça, pour moi, c'est plus facile à comprendre. Puis, pour le coup, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. On est toujours mieux dans des vieux chaussons. Prendre des nouveaux chaussons, au début, on n'est pas à l'aise dedans. Mais on va les refaire à nouveau, puis ça va être bien, tu vois. Fait que, il y a clairement... tu sais, aujourd'hui, il y a une asymétrie dans la répartition des privilèges. On est dans un monde qui est construit par les hommes pour les hommes, donc... Les voitures, les villes, les métiers, les horaires, c'est tout pour eux, là. On a, je ne sais plus combien de pourcents de chances de mourir dans un accident de char, même vitesse, même condition, parce que les autos ont été faits pour sécuriser les hommes et non les femmes, tu sais. Oui, bien, puis en médecine... En médecine aussi, le corps, plus de chances de mourir d'une crise cardiaque, moins de chances d'être opéré pour une blessure parce qu'on trouve que tu exagères. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses médicalement le sexisme est violent pour nous. J'avais été au Congrès international de recherche féministe francophone en 2017, 2018, quelque chose comme ça, 2018, et il y avait plusieurs chercheurs en sciences, biologie, physique, whatever, qui effectivement nous démontraient tout un tas de statistiques de ce type-là. Mais donc c'est ça, donc il y a des privilèges. Donc dès lors qu'on dit on veut casser cette asymétrie, on veut quelque chose de plus égalitaire, là c'est comme je vais perdre mes privilèges. Mais tu perds tes privilèges pour en gagner d'autres. Moi, c'est ma perception de voir les choses. Mais oui, peut-être que tu vas perdre du pouvoir économique. Peut-être que tu vas avoir justement une personne en face de toi qui va avoir plus de pouvoir à des places où avant, elles n'en avaient pas. Donc, ça déstabilise. Est-ce que c'est pour le mieux? Moi, je pense que c'est pour le mieux pour tout le monde. Mais c'est tellement dur de lâcher des privilèges, là. On le voit aussi avec différentes oppressions. Les personnes extra-riches qui ne veulent pas lâcher leur moindre grappin. C'est ça, c'est la perte de privilèges, je pense, la plus grande peur. Et je pense qu'on se fout. Il y a des gens qui ne le voient pas, que les hommes sont privilégiés. Hein? Moi, j'avais une fille, justement, dans un cercle de parole qui disait « Moi, je suis de la chance, j'ai pas eu à me questionner là-dessus, j'ai pas eu de fille, j'ai juste eu un garçon. » Ça m'a tellement choquée. Je me dis « Crème, tu réalises même pas les systèmes de privilèges qu'on vit.
t'élèves un garçon, t'élèves un privilégié, puis elle était pas capable de voir ça. Moi, je préfère l'amour, tu préfères l'amour. Tu peux pas nier le système dans lequel on existe, tu sais. Fait que ça m'avait ultra choquée. Bon, on revient au positivisme toxique, là. Oui, on revient au positivisme toxique. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, j'aimerais conclure. Tu me diras si tu as quelque chose à rajouter, parce que là, on conclut vraiment. La troisième conclusion, c'est la bonne. Là, fait que cet épisode-là, moi, ce que j'aimerais qu'on réalise tout en gang, c'est le besoin, finalement, de se questionner dans un but, oui, de montrer peut-être à nos enfants qu'il y ait plus d'options pour nos enfants, puis que ce soit plus évident pour eux que nous, finalement, que c'est à notre insu qu'on subit beaucoup, mais aussi qu'on se libère, parce que c'est la sensation que j'ai eue, moi, de réaliser tous ces petits moments-là où est-ce que c'était de l'injustice, finalement, puis au bout du compte, de les remettre en question, discuter avec mon conjoint, qu'on grandisse ensemble, main dans la main, puis que ce soit plus profond après, puis qu'après ça, moi, je sente que tout est possible pour moi, puis c'est ce que mes filles sentent pour elles, puis mes garçons, ben asti qui sont bien là-dedans, tu sais. Fait que moi, j'aimerais conclure ça. Fait que les prochains épisodes, on va aller deep into it, mais j'aimerais qu'on conclue ce petit épisode réalisons le besoin de féminisme chez les parentes et pas. Puis même, tu sais, même le racisme, là, je ne vais pas repartir là-dessus, mais il faut qu'on l'est toutes aussi. Tu sais, on a été construits là-dedans. Puis moi, quand quelqu'un me dit « je ne suis pas raciste », je suis comme « c'est parce que tu ne t'es pas assez questionné, parce qu'on l'est toutes, tu sais. On l'est toutes, puis c'est ça. Fait que c'est de voir, tu sais, par exemple, nous, comme femmes blanches, les chances qu'on a par rapport aux femmes homosexuelles, par exemple, ou par rapport aux femmes racisées. T'sais, déjà, là, on peut comprendre un peu le chemin que les hommes ont à faire, mais il faut se questionner sur tout ça parce qu'on, dans le fond, on veut juste un monde meilleur, puis on est là pour ça. Fait que merci Cindy, premier épisode, check, succès. Hein, j'espère qu'on a convaincu tout le monde. Écrivez-nous dans les commentaires si déjà vous avez des challenges, si déjà vous avez des petites réflexions, si vous êtes complètement fermé, vous ne croyez pas un peu à tout ce qu'on vient de dire. Dites-nous-le, on va venir vous répondre, c'est certain. Donc, merci pour votre écoute, les filles.